Bienvenue dans le débat de France 24. Ce sera certainement l'une des images de l'année lorsque les policiers brésiliens viendront chercher Lula pour l'emmener en prison. C'est imminent, inévitable depuis que la nuit dernière, le tribunal suprême brésilien a rendu sa dernière décision. Pas d'habeas corpus pour l'ancien président qui devra donc commencer à purger sa peine avant même d'avoir épuisé toutes ses voies de recours en justice. Une arrestation vécue d'avance comme un tremblement de terre par ses partisans, nombreux au Brésil. Ils espéraient déjà un nouveau mandat pour Lula après la destitution de sa dauphine, Dilma Rousseff, il y a 2 ans, vécue comme une injustice par beaucoup d'entre eux. Rappel des faits en images. Tout commence en mars 2014 avec l'opération baptisée Lavage Express. Une simple station-service est soupçonnée de blanchiment d'argent. Derrière se cache la puissante compagnie publique Petrobras. La police fédérale découvre que les administrateurs ont reçu des pots de vin de 10 entreprises privées en échange de contrats gouvernementaux surévalués. Plus de 12 milliards d'euros manquent dans les caisses de l'État. Des dizaines de politiciens auraient profité de ce système. Parmi eux, l'ex-chef d'État et ancienne présidente de Petrobras, Dilma Rousseff, mais aussi Michel Temer, l'actuel président, protégé par son immunité. En juillet dernier, Lula da Silva est lui condamné pour corruption et blanchiment. Il aurait accepté plus d'1 million d'euros et un appartement près de Sao Paulo. Une décision de justice confirmée et alourdie en appel avec une peine de 12 ans de prison. Depuis, Lula ne cesse de clamer son innocence auprès de l'opinion publique et des institutions. L'icône de la gauche se dit victime d'un complot opéré par les élites et les médias brésiliens. Voilà, alors, règlement de compte politique ou bien justice implacable, on en parle avec à mes côtés Armelle Enders. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Paris 8, chercheuse à l'Institut d'histoire du temps présent. Également parmi nous, Sylvia Capanema, vous êtes conseillère départementale de Seine-Saint-Denis, membre du Parti communiste français. Avec nous, également, je précise que vous êtes aussi maître de conférence à Paris 13 en langues et civilisations du Brésil. Charles-Henri Chenu, vous êtes avocat d'affaires, fondateur associé du cabinet Chenu Oliveira Santiago, qui est le premier cabinet brésilien ici en France. Et puis enfin, André Neto, correspondant du quotidien O Estado de São Paulo. Pardonnez mon accent, j'espère que j'ai pas trop écorché en tout cas la prononciation de votre journal. Lula a été condamné, donc on l'a vu une première fois en juillet dernier, une peine confirmée et même alourdie en janvier de cette année, à 10 ans de prison pour avoir accepté près d'1 million d'euros de la part de l'entreprise de BTP OAS sous la forme d'un appartement et de travaux de rénovation situés dans une station balnéaire près de São Paulo, en remerciement, en tout cas c'est ainsi que l'ont considéré les juges, en remerciement de son intervention pour l'attribution de contrats avec la compagnie pétrolière publique Petrobras. Armelle Enders, c'est à ça que se résume le rôle de Lula. Quel est exactement le degré de gravité en fait ? Alors, c'est un gros problème que vous posez parce que ce procès, cette condamnation est extrêmement controversé parce que l'appartement lui-même est au conditionnel. On dit aurait reçu cet appartement. Absolument, parce qu'il y a mis les pieds une fois dans cet appartement. Il n'est pas à son nom. Aucune, et c'est ça le problème, c'est que les juges ont dit eux-mêmes qu'ils avaient plus de conviction que de preuves. Il n'y a pas de preuve matérielle, il y a un faisceau de conviction, un faisceau d'indices, mais qui lui a valu une condamnation à 12 ans de prison sur ces... Et on ne sait pas non plus pour quelle intervention, ce qui lui aurait valu précisément ce cadeau. Donc tout est quand même extrêmement nébuleux. Tout est nébuleux. Charles-Henri Chenu, pour bien comprendre la décision de la plus haute juridiction du Brésil la nuit dernière, l'habeas corpus que tentait de faire valoir Lula lui aurait permis de rester en liberté le temps d'épuiser toutes les voies de recours ? Alors, il faut déjà définir ce que c'est que l'habeas corpus, qui pour nous Français est un peu confus comme notion. C'est une garantie constitutionnelle au Brésil. L'habeas corpus, il fait quand même référence à un texte constitutionnel britannique, qui est à la base de la démocratie britannique, qui remonte au XIIIe ou XIVe siècle. Exactement. Alors, c'est dans l'article 5 de la Constitution de 88 au Brésil. C'est un droit qui garantit à tout individu la liberté d'aller et venir, et droit contre lequel on ne peut pas aller par une mesure illégale ou un abus de pouvoir. Et donc, la question qui s'est posée à la Cour suprême est de savoir si quelqu'un qui a été condamné en seconde instance peut être emprisonné, donc une violation de cette liberté d'aller et venir, alors même que ses voies de recours
ne sont pas complètement purgés. Oui. Et c'est la décision qu'a prise la Cour suprême de considérer qu'il n'y avait pas de violation d'habeas corpus, d'incarcérer Lula conformément à la jurisprudence qu'elle avait arrêtée en 2016 sur une affaire quasi similaire, alors qu'avant cette position, les politiques restaient en liberté conditionnelle, avant de purger l'ensemble des recours. Ce n'est donc pas vraiment un acharnement, mais c'est pas non plus clairement un traitement de faveur qui lui est fait. Dans toute cette histoire de Lula, je crois que le vrai point névralgique, c'est la décision de cour d'appel, qui est une décision faible juridiquement, sur laquelle on ne peut pas revenir. Alors il y aura des recours, on en parlera. Vous évoquez l'alourdissement de sa condamnation en janvier ? Oui, qui est une décision juridiquement faible et politiquement très pesante. Donc c'est là où les suspicions... à l'unanimité des 3 juges quand même. Oui, mais il y a une relation très malsaine dans cette affaire Lula ou du lavage à taux, Lato-Saint-Su, d'ailleurs. Lavage express. Lavage express, pardon. Oui, mais effectivement, lavage à taux, c'est initié par le juge Moro, c'est que on mélange un peu les styles entre c'est un acharnement politique ou pas, et puis cette justice brésilienne extrêmement partisane. Donc aujourd'hui, on a une décision qui a été prise d'ailleurs avec le basculement de Rosa Weber, 5 pour, 5 contre, laquelle crée le suspense au bout d'une heure en disant finalement on va incarcérer Lula, et qui, même pas 24 heures après, dit et si c'était à refaire. Elle dit pas ça tout à fait comme ça, mais je voterai différemment. Donc si vous voulez, on est dans une incertitude juridique qui ne permet pas un apaisement populaire face à une décision qui elle-même n'est pas très claire. Sylvia Capanema, vous dites il y a acharnement. Oui, je pense cette affaire va dépasser. C'est une décision politique. Cette affaire dépasse énormément la justice et devient une affaire politique qui divise la société. Donc c'est très traumatisant le point sur lequel nous sommes aujourd'hui. Et je disais tout à l'heure même, c'est dommage qu'on soit arrivé à ces points-là, parce que ça met la société dans un état de tension extrêmement grave. Et aussi, bien sûr, donc hier, par exemple, ces jugements d'hier pour le habeas corpus, il a été regardé comme c'était la Coupe du Monde, et donc suivi avec une médiatisation énorme et des passions qui sont mobilisées. Donc d'un côté, les supporters de Lula, et de plus en plus, il devient populaire parce qu'il est candidat à la présidence. Les élections auront lieu en octobre, et il est le favori de tous les sondages. Et de l'autre côté, ceux qui ne supportent pas et qui veulent absolument le voir emprisonné. Et cette tension dans la société va dépasser la justice, et les juges sont devenus aussi des personnalités qui vont être médiatisées. Et tout cela est très étrange. Et quand on voit que les preuves ne sont pas suffisantes, pour le cas de Lula, cela va aggraver la tension. Ça l'exclut de fait, André Neto, de la prochaine élection présidentielle. On va peut-être revoir le sondage. Alors, au premier tour, il arrivait nettement en tête, puisqu'il était crédité, alors selon les sondages, mais il converge pour l'essentiel, d'environ 33% des voix, face à son adversaire Bolsonaro, qui alors, on va dire, qui est quand même très à droite sur l'échiquier politique. Jair Bolsonaro, il réalise le double de son score, et puis au deuxième tour, il était donné très largement vainqueur. Est-ce que aujourd'hui, on peut dire d'ores et déjà que ces sondages-là n'ont plus aucune valeur ? Non, je dirais pas, parce que les possibilités de chicane politique au Brésil sont énormes. On peut, de politique et juridique à la fois. Il faut tenir compte qu'il y a encore de décisions de justice qui pourraient éventuellement garantir Lula de se présenter pour l'élection de 2018. Mais, à vrai dire, il y a un bouleversement, il y a un tremblement de terre dans le sondage et dans l'échiquier politique, puisque sans Lula, on aurait une gauche a priori affaiblie, mais en même temps, éventuellement, en répartage de voix parmi 2 ou 3 candidats de gauche qui sont là et qui sont déjà dans l'échiquier. Vous dites qu'il y a encore une chance qui se présente, laquelle ? Il faut savoir que le jugement qui a eu lieu hier, il ne correspond pas à sa candidature. Lula est empêché a priori de se porter candidate par une loi qui s'appelle Fichaling, parce que ça veut dire le fichier propre, qu'on peut dire, et que est plus ou moins lié à la décision de janvier. Donc ça serait automatiquement garanti que Lula ne pourrait pas se porter. Exactement. Mais il y a encore des appels en cours, et il pourrait prolonger cette affaire
cette affaire juridique jusqu'à à la veille de l'élection. Et faire campagne depuis sa cellule éventuellement, puisque pour l'instant le Parti des travailleurs lui maintient son soutien. Éventuellement. Mais ça se sait depuis bien longtemps, en fait. C'est une stratégie aussi du Parti des travailleurs. Il faut pas être naïf de ne croire que le parti n'a pas imaginé ces scénarios-là. C'est une stratégie de Lula, une stratégie du parti. Et d'ailleurs, c'est une stratégie qui a été décidée pendant l'impeachment de Dilma Rousseff, alors qu'une partie de l'opinion publique, certes minoritaire, demandait l'anticipation des élections. Et il y avait, par exemple, un quotidien brésilien qui s'appelle Folha de São Paulo qui a appelé de nouvelles élections anticipées. Le Parti des travailleurs a dit pourquoi non, on va attendre. Pourquoi? Parce qu'on ouvrait la voie à l'arrivée de Michel Temer au pouvoir. Il aurait 18 mois de fatigue, de dégâts politiques de son côté, alors que ça pourrait permettre de Lula de revenir en tant que grand salvador de la patrie. Sauf que là, Armel Enders, on ne voit pas très bien comment Lula pourrait revenir s'il était incarcéré. Ça veut dire que le Parti des travailleurs est déjà dans la logique de lui trouver un remplaçant qui pourrait tirer les bénéfices politiques de cette incarcération? Je crois qu'il y a quelque chose qui est très clair depuis 2014, depuis la victoire de Dilma Rousseff, c'est que l'opposition conservatrice se dit qu'elle n'arrive pas à gagner des élections contre le PT. Donc, on s'est débarrassé de Dilma Rousseff. Et puis, alors Lula même qu'ils étaient alliés pour certains avec elle au pouvoir. Et puis Lula étant en tête des sondages depuis plus d'un an, c'est devenu l'ennemi à battre. Il y a une violence extrêmement grande contre les personnes de Lula. On lui a tiré dessus la semaine dernière tout de même sur le cas dans lequel il était. Et puis c'est une détestation qui va au-delà de la personne de Lula ou du PT. C'est une détestation de la gauche, dans son expression la plus large. Il y a eu aussi, il y a 3 semaines, l'assassinat d'une élue qui n'est pas du PT, mais d'un petit parti de gauche. À Rio. Une exécution sur laquelle l'enquête a l'air de patiner, enfin, rien n'avance, et qui est très emblématique de cette... les militaires sont quand même, ont laissé entendre qu'ils n'accepteraient pas une victoire, un retour de la gauche au pouvoir. Donc ça, c'est très clair. Le fait que la décision de la Cour suprême n'ait tenu, vous l'avez dit d'ailleurs, Charles-Henri Chenu, qu'à une voix finalement, ça montre à quel point l'incarcération de Lula est loin de faire consensus dans le pays. Il y a une vraie division là-dessus. Alors, bien sûr, il y a la réaction populaire où le Brésil est polarisé, extrêmement divisé, avec des réactions parfois violentes. Moi, je voudrais revenir quand même sur la question de la validité de la candidature de Lula, qui va se poser auprès du tribunal supérieur électoral. Celle qui a fait basculer la décision hier, Rosa Weber, va prendre la présidence du tribunal en question supérieur, qui sera appelé à se poser la question de la validité ou pas de cette candidature. Donc c'est un indice. C'est une coïncidence. Je vous laisse vos propos sur le sujet, mais c'est un indice. Maintenant, il y a toute une batterie de recours qui sont possibles. Pardonnez-moi, mais donc vous laissez entendre quand même que cette décision, elle a certains ressorts politiques. Bien sûr. 5 des 6 juges qui ont débouté Lula, c'est lui qui les avait nommés à la Cour suprême. Oui. Et c'est Lula qui a voté la loi sur la fiche à limpe. Donc, l'embryon. Comment peut-on dire après ça que ces juges ont agi contre lui alors même qu'ils lui doivent leur nomination? Ils sont nommés à vie. C'est une particularité de la justice brésilienne. Bon, ça arrive aussi aux États-Unis, ça revient au président de la République de nommer le juge de la Cour suprême. Au Brésil, c'est le cas. Mais la nomination au Brésil est extrêmement politique. Il y a des gens qui sont connus par son incompétence, si on peut dire, et qui sont... Les juges à la Cour suprême des États-Unis, pour prendre cet exemple-là, en tout cas la proximité géographique du Brésil, sont nommés sur leur couleur politique bien souvent. Et il est rare qu'ensuite ils changent d'avis. En général, ils le restent juste, et c'est tout l'intérêt d'ailleurs de leur nomination. C'est pas forcément la couleur politique, ce sont les arrangements et les compromis qui sont faits, qui font qu'il faut nommer telle ou telle personne.
Et après, et justement, comme disait ma collègue, c'est les pressions aussi des mouvements plus conservateurs ou qui vont influencer la position de ces juges aussi. Alors les pressions, justement, le général en chef de l'armée, Eduardo Villas-Boas, était sorti de sa réserve ces derniers jours pour avertir que l'armée condamne l'impunité. Vous pensez que ce sont des propos qui ont pesé dans le climat actuel au Brésil ? En fait, c'était de propos qui ont été externalisés, expressés à la veille de ces jugements et qui n'étaient pas anodines. L'armée a pris parti contre Lula ? Pas forcément directement contre Lula, mais je vais dire contre les statuts du recours à l'infini dans la justice brésilienne. C'est-à-dire, on a 4 instances de justice au Brésil et l'armée a dit ça suffit, il faut que l'incarcération arrive au 2e degré. Pourquoi c'était fait à la veille du jugement de Lula ? Bon, c'est un parti pris, naturellement. Ce mouvement populaire derrière Lula, parce que Lula a beaucoup joué aussi du soutien de la rue pendant ces longs mois, est-ce que c'est de nature à perturber la stabilité du pays ? Je crois que c'est d'autres choses qui sont de nature à perturber la stabilité du pays. Je crois pas vraiment à une grande mobilisation. Et puis de toute façon, c'est une mobilisation qui serait désarmée. On est dans une situation de petite guerre civile. Vous voulez dire Lula n'est pas capable de mobiliser du monde dans les rues ? Si, mais il faut comprendre que il y a eu des manifestations déjà, ça n'a servi à rien. Les manifestations, elles sont mises en scène au Brésil, mais elles sont pas fondamentales sur les choix qui sont faits. On pose la question de la déstabilisation du pays. Le pays est déjà déstabilisé. Ça fait 3 ans. On va parler justement de l'état du Brésil. Depuis la destitution de Dilma Rousseff, que nous appelons un coup d'État institutionnel ou parlementaire, cette déstabilisation, elle a été mise en place. Donc le gouvernement catastrophique de Michel Temer a de plus en plus rendu Lula populaire, parce que les souvenirs de la période de Lula, et surtout dans certains secteurs, les classes populaires, la gauche, et aussi le nord-est, le nord du pays qui était plus pauvre, qui s'est beaucoup développé. Donc ce sont là où se trouve le grand soutien de Lula. En revanche, je pense que les mobilisations font grandir les soutiens. Ils peuvent influencer. Hier, par exemple, les jugements étaient de 5 à 6-5 déjà. Oui. Donc ces mobilisations, elles peuvent changer l'opinion et elles sont en train de faire monter. Je vais vous laisser réagir dans un instant parce que malheureusement on arrive au terme de cette première partie. Il faut que chacun puisse s'exprimer. Donc vous reprendrez la parole évidemment dans le début de la deuxième partie du débat. Vous aviez encore quelque chose à ajouter ? Non, je disais mais qu'il manque quand même un projet qui va au-delà de ces élections de 2018, de octobre. Ça oui. Et on parlera justement de l'avenir aussi du Brésil dans cette deuxième partie. Restez avec nous. Merci. Deuxième partie du débat de France 24 consacrée à la décision du tribunal suprême brésilien rendue donc la nuit dernière concernant l'ancien président Lula qui devra purger sa peine de prison sans attendre les voies de recours. 12 années de prison. Il a été condamné en janvier dernier en appel. Justice exemplaire au règlement de compte politique. On en parle avec toujours à mes côtés Armelle Enders, professeur d'histoire contemporaine à Paris 8. Vous êtes chercheuse à l'Institut d'histoire du temps présent. Sylvia Capanema, vous êtes conseillère départementale de Seine-Saint-Denis, vous siégez au sein du Parti communiste français, vous êtes membre de maître de conférence à Paris 13 en langue et civilisation du Brésil. Charles-Henri Chenu, avocat d'affaires, fondateur associé du cabinet Chenu Oliveira Santiago, c'est le premier cabinet brésilien ici en France. Et puis André Neto, correspondant du quotidien O Estado de São Paulo. Merci à vous quatre d'avoir accepté de débattre. On évoquait dans la fin de cette première partie les propos tenus par le chef d'état-major de l'armée brésilienne qui réclamait qu'il n'y ait pas d'impunité. Il condamnait cette culture d'impunité au Brésil. Charles-Henri Chenu, pour vous, c'est une prise de position importante ? Oui, c'est une prise de position assez étrange quand même. On a vu les organismes internationaux réagir. Il sort de son droit de réserve. C'est pas neutre. Sur la pression dont on parlait tout à l'heure, qui a été exercée auprès des magistrats, mais aussi de la population brésilienne, ça nourrit. En fait, ce qui est très néfaste, je trouve, dans cette élection, c'est que la candidature de Lula confisque le débat. On ne parle pas du Brésil, on parle de Lula. Et on ne parle pas d'un Brésil projeté dans un avenir immédiat sur des questions de santé, d'infrastructure, d'insécurité, etc. On ne parle pas de ça. On parle, est-ce qu'on est pour ou contre Lula ? Et donc, cette condamnation profite au challenger, Jair Bolsonaro,
qui est quand même assez proche des milieux militaires. On sent que cette crispation va alimenter le discours de Bolsonaro, que les gens vont se rallier plus facilement. Parler peut-être d'une frange de la bourgeoisie. On sent que ça vient, que cela vient sourdre depuis des mois dans le débat brésilien. Quand on s'était rencontrés, c'était par pointillisme qu'on parlait de la position des militaires. On n'y croyait pas vraiment. Mais là, c'est quand même très flagrant. Donc c'est un phénomène qu'il faut prendre en considération. Les élections sont demain. C'est dans un temps très court aujourd'hui. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de challenger. Le Parti des travailleurs n'a pas de plan B vraiment. Enfin, il y a Wagner, Haddad qui sont crédités de 3% au dernier sondage. Michel Temer, lui, est carbonisé. C'est complètement 0,7. Vous voyez, Fernando Collor, ancien président, pareil. Enfin, les sondages lui donnent. Donc il n'y a pas d'opposition là-dessus. Donc tout le drame de cette situation qui est entre mascarade et rocambolesque et romantique pour les mieux pensants, le drame de cette situation, c'est qu'on ne parle pas politique sérieusement. Ça va desservir l'élection brésilienne, ça dessert le pays et ça fait les beaux jours aujourd'hui, en tout cas, de ce challenger qui, à mon avis, serait une catastrophe s'il est élu ou pas au pays. D'abord, le président Michel Temer, il a dit plus d'une fois, une fois récemment, une fois l'année passée, que, à son avis, le Brésil a une culture autoritaire et que les Brésiliens n'apprécient pas beaucoup la démocratie. Donc c'est son avis à propos de la société brésilienne, que la société brésilienne est autoritaire. Deuxièmement, il invite, au cours de son mandat, il invite les militaires à des postes clés dans son gouvernement, de plus en plus. Et ça est symptomatique le moment où le ministère de la Défense n'est plus géré par un ministre civil, mais par un militaire. Vous le soupçonnez d'être tenté par un coup de force pour lui-même ? Non, pas pour lui. Je dirais que ça serait stupide de sa part parce qu'il est tellement populaire, tellement... Alors, il faut dire qu'il est lui-même visé par cet engagement. Alors, il est arrivé au pouvoir à la faveur du départ contraint de Dilma Rousseff, destitué, qu'il a lui-même initié après avoir été l'un de ses alliés dans la coalition au pouvoir. Il est suspecté d'avoir fait lui-même obstruction à la justice, d'avoir donné son aval au versement de pots de vin visant à faire taire Eduardo Cunha, le président de l'Assemblée nationale, lui-même l'un des hommes clés, président de la Chambre des députés, l'un des hommes clés dans ce scandale, Odebrecht, Petrobras. Mon raisonnement là-dessus, je pense que c'est pas pour lui-même qu'il invite le militaire à faire partie du gouvernement, mais c'est pour une partie, une frange de la population brésilienne et notamment d'une certaine élite brésilienne ultra-conservatrice qui est tentée par la poussée de force, qui est tentée par l'autoritarisme. Et ça, ça a existé depuis toujours au Brésil. C'était l'explication du coup d'État de 1964. Ça continue à exister et là, ça ressort en puissance. Le résultat de Bolsonaro dans le sondage à ce moment sont le reflet de tout ça. C'est une partie de l'opinion publique qui n'aime pas du tout la démocratie. Pourquoi ? Parce que lui, il n'est pas un démocrate. Mais ces partis-là, je ne parle pas évidemment de Bolsonaro, mais je parle de Temer, PMDB, ces partis qui se sont alliés à Dilma Rousseff et au Parti des travailleurs, ils l'ont fait pourquoi ? Ils n'y croyaient pas eux-mêmes, ils n'ont jamais voulu réellement la maintenir au pouvoir ? Mais le PMDB, c'est redevenu MDB, c'est un parti, c'est un ectoplasme idéologique, c'est un parti qu'on appelle physiologique. Ils sont prêts ils pourraient s'allier avec n'importe quoi. Alors, ce qu'ils ont, ils ont une très forte, c'est une grosse machine électorale et c'est le parti qui compte le plus d'élus. Et donc, on peut pas gouverner sans eux. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont aussi l'implication dans le scandale Petrobras. Depuis 85, alors ils n'arrivent jamais à gagner la présidence de la République au suffrage universel direct, mais en revanche, ils ont des gouverneurs, des députés, des sénateurs, et ils s'alimentent avec l'argent public. Le parti... il a l'argent privé. Et l'argent privé de la corruption, parce que ce qui est apparu à la faveur de ces scandales Petrobras, c'est aussi qu'il y a des hommes politiques, des hommes d'affaires véreux, les frères Baptiste, par exemple, qui graissent la patte de tout le Congrès depuis 30 ans. C'était pareil pour Odebrecht, pour faire passer des mesures qui les arrangent, pour avoir... ça va bien au-delà de ce qu'on a pu voir avec Petrobras.
C'est peut-être un peu le paradoxe de cette situation, c'est que l'économie brésilienne qui sort de plusieurs années de récession, le PIB avait reculé en 2015, en 2016 de 3,5%, est à nouveau en croissance à la fin de 2017. Certes, pas beaucoup, mais c'est tout de même plus 1%, tiré par l'agriculture, par le soja, le maïs, l'acier. Et puis, il y a les projections du gouvernement qui tablent sur une croissance de 3% du PIB en 2018. Le chômage est retombé à un peu plus de 11%. Et puis surtout, l'inflation, elle divisée par deux, un peu plus de 5%. C'est un bilan qui finalement n'est peut-être pas si négatif, celui de Michel Temer, non ? Mais alors je crois pour le coup qu'il faut complètement décoller la politique brésilienne de la réalité économique dont profite ou dont souffre le Brésil. Le Brésil ne sait pas se prendre en main politiquement, on l'a vu, c'est une mascarade. En revanche, le Brésil est un pays suffisamment grand pour profiter, surfer sur la crête de la vague économique lorsqu'elle est haute et bonne. C'était le premier mandat de Lula qui a bénéficié des caisses publiques aujourd'hui assez pleines et qui a fait une politique intéressante parce qu'il y avait aussi de l'argent. Grâce à l'argent aussi des matières premières, etc. Donc aujourd'hui, les milieux d'affaires sont évidemment lassés de cette politique. Alors, indépendamment de réagir positivement ou négativement de manière épidermique à l'égard de la personne de Lula, mais effectivement, on table sur une croissance de 2 à 3%. Mais c'est pas le Brésil qui crée cette croissance de 2 à 3%. C'est l'économie mondiale qui embrasse le Brésil dans cette croissance et ça profitera. Il faut aussi, c'est une analyse très personnelle, mais je pense qu'une bonne partie des économistes brésiliens seront d'accord. Il y a eu un sabotage de l'économie brésilienne pendant 2 ou 3 ans. Pendant tout le processus d'impeachment, il y a eu un processus de sabotage. Et ça a commencé par les congrès, par le Parlement, ou de propositions de projets de loi. À chaque fois que Dilma Rousseff essayait de se sortir, ce qu'on reproche pourtant à Dilma Rousseff, c'est le pédalage budgétaire, c'est d'avoir maquillé les comptes pour dissimuler une partie du déficit. C'est un autre sujet, c'est un autre exercice local. Je pense que Dilma Rousseff n'a pas gouverné un jour dans son second mandat. Enfin, vraiment. Donc, moi, j'ai souvent accompagné le gouvernement brésilien, Rousseff et Temer. Il n'y avait pas de politique du gouvernement. Il y avait quelques ministres qui avaient des idées par-ci par-là. On travaillait par pointillisme, mais il n'y avait pas de mouvement global. Il n'y a pas de gouvernement Temer dans son écriture. Sylvia Capanema, le malaise social, il perdure au Brésil. On met souvent en avant le bilan de Lula qui aurait sorti 30 millions de Brésiliens de la pauvreté. 3 millions, ils sont retournés depuis. Où en est aujourd'hui socialement le Brésil ? Oui, donc on parle de 40 millions qui sont sortis vraiment de l'extrême pauvreté. Après, il y a eu des avancées significatives dans le milieu, par exemple, universitaire, avec aussi, donc, pour la jeunesse, des choses qui ont été faites pendant cette période. Et aujourd'hui, les sentiments dans le marché du travail, en tout cas, avec les lois qui ont précarisé les contrats de travail et tout ça, le sentiment pour une classe moyenne, une classe populaire aussi, est très mauvais. Et là, on voit concrètement la jeunesse et beaucoup de chômage ou de sous-emploi et des incertitudes quant à l'avenir. Donc la situation est très difficile. Les gens sont dans des situations très difficiles. Et les classes populaires aussi sont dans des situations très difficiles. Il y avait la réforme là, le volet des retraites que Temer a dû reculer parce qu'elle était extrêmement impopulaire, parce que ça allait toucher vraiment beaucoup plus les classes populaires et c'était un grand problème et l'opinion a réussi vraiment à lever cette question et que ça ne puisse pas être adopté maintenant. Lula a échoué à diversifier l'économie pour créer de nouveaux moteurs de croissance. L'économie était bon. Il a profité d'un partenariat avec la Chine et l'agro-business qui était le grand moteur de l'économie dans cette période. Mais il a aussi agi dans des secteurs et en créant donc les allocations familiales, ça a aussi permis à en augmentant les systèmes d'allocations familiales qui avaient été créés avant, même avec Fernando Henrique, mais Lula les a augmentés. Ça a aussi permis à beaucoup de personnes qui étaient dans une situation de misère à accéder à un niveau un peu meilleur. André Neto. Deux choses à dire là-dessus. D'abord, je pense qu'il est clair maintenant, si on regarde le passé récent du Brésil, que même le gouvernement Lula, qui a été très apprécié de la population, était un gouvernement sans un plan de pays, sans une idée de pays, sans un projet de développement concret, que ce soit industriel, d'agro-business ou de technologie, par exemple. Il n'y avait pas de projet. On a profité d'une vague qui était notamment les prix de matières premières
élevés dans le monde et et du pétrole. Et on a pu s'en sortir pendant une dizaine d'années. C'est fini ça. Deuxième chose, le volet social de Lula et du Parti des travailleurs, il est réel, il est concret. On a créé un matelas social qui n'existait pas au Brésil, ou qui existait dans un sens très primitif. Mais le vrai partage de richesse, l'inégalité reste là, et c'est en partie la faute du Parti des travailleurs aussi. Pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais touché, par exemple, à la fiscalité brésilienne, qui est une fiscalité régressive. Plus on est riche, moins on paye d'impôts. Et ça, c'est l'une des folies de la structure économique brésilienne qu'on n'arrive pas à couper ces cordons avec une société réactionnaire qui était la nôtre pendant un siècle. Pourquoi Armel Anders, Lula, l'ancien ouvrier métallo, n'a pas touché à ces privilèges ? Parce que je pense que Lula s'est convaincu, il a passé beaucoup de temps dans l'opposition, et que pour de ne pas accéder au pouvoir et ensuite gouverner, il fallait faire des compromis. Il fallait laisser les riches tranquilles pour que ils acceptent une part de redistribution. Et donc c'est tout ce qu'on lui reproche aussi finalement, c'est de ne pas avoir changé les structures. Mais on voit que même en ayant simplement proposé, parce que je pense que il y avait peut-être pas de projet économique précis, mais il y avait un projet de société, et c'est bien ça. Il n'y a pas de débat politique en ce moment, mais il y a bien deux projets de Brésil qui se heurtent et qui se font la guerre depuis quelques années. Et Lula avait réussi à écrire un récit national qui était un espoir d'ascension sociale pour les gens modestes, et de sortir de leurs conditions. Porté par un gâteau en expansion. Oui, mais aussi sans changer la répartition des parts. Sans changer la répartition des parts, mais en ouvrant les universités, en faisant dans les limites qui sont celles de la démocratie brésilienne aussi. Et on voit que même ces tentatives relativement modestes de changement, eh bien ça se transforme en quoi ? Une espèce de d'emboîtement de coup d'État. Parce que c'était trop fragile. En fait, c'était pas ancré dans la Constitution. Il n'y avait pas de réforme. Lula n'a pas fait de réforme au Brésil. Pas de réforme structurelle. Jamais. Il a eu des mouvements opportunistes. Il fallait avoir aussi un congrès pour le voter. Or, mais la société brésilienne, aucun gouvernement et aucun président n'a eu la popularité de Lula. Et si on voulait, par exemple, faire la réforme politique au Brésil, qui est la base de toutes les réformes au Brésil, ou sinon la réforme fiscale, on pourrait faire appel à la population et de voter, par exemple, un référendum là-dessus. Autrement. Le premier mandat, ça serait passé sans difficulté. Exactement. Et Lula n'a jamais touché à ça. Et c'est une partie de la faute de toute cette crise qu'on traverse dans le pays depuis 3 à 4 ans. Ça revient à Lula, ça revient au Parti des travailleurs. Parce que dans la paupérisation dont on parle du Brésil actuel, qui a quand même un affaiblissement de la richesse individuelle, un des réflexes à un moment était un refuge favorable, c'était l'administration, être fonctionnaire. Oui. Et aujourd'hui, c'est un écueil que d'être fonctionnaire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'argent. On ne paye plus l'armée, on ne paye plus les infirmiers, on ne paye plus les universitaires. Donc, vous n'avez plus là d'endroits où on passait... Avant, moi, je me souviens très bien, on passait les concours et c'était un plus. Aujourd'hui, les caisses de l'État sont vides, donc on n'a plus du tout les moyens ou les ambitions de l'époque de Lula, qui n'a jamais eu un sens commun, un intérêt général, qui travaillait, encore une fois, par opportunisme, mais qui a réussi, bon an, mal an, à faire ce matelas social dont tu parlais. Aujourd'hui, c'est plus du tout possible. Je voudrais juste préciser quand même quelque chose. On est dans un État fédéral. Donc, il y a la part qui revient au PT. Mais le problème, c'est que chaque État, et il y a beaucoup d'États qui n'étaient pas administrés par le PT et qui sont dans un État absolument déplorable. Mais c'est pas qu'une question d'administration, c'est une question de fiscalité, même d'une réforme territoriale qui aurait pu être proposée, dans les sens de partage des richesses, de fédéralisme. Par exemple, l'éducation, soit ça revient aux communes ou aux États, parce que dans un État fédéraliste, c'est pas comme ici une éducation nationale. Donc il y a énormément de choses qui passent par des communes et on sait que le niveau local subit plus avec les coupes budgétaires et aussi avec la fiscalité qui est faite de manière ça accroît les inégalités. Donc aujourd'hui, les faillites de fonctionnaires dont on parle ici, elle est réelle et surtout pour certains États. Donc Rio de Janeiro est dans un état très très grave. L'université de l'État de Rio de Janeiro aussi, on sait parce que nos collègues sont très mobilisés. Donc les politiques aussi qui sont menées en interne, donc ce qu'on appelle nous des gouverneurs qui mènent une politique
politique d'austérité et d'autres qui vont faire d'autres choix, mais de toute façon, les difficultés de payer tous les fonctionnaires des États locaux, des collectivités territoriales. Et les retraites. Et le retraite. Ce qui m'étonne, en fait, dans cette crise qui dure déjà le temps d'un mandat présidentiel, c'est le fait qu'on est tellement embarrassé par des affaires judiciaires, par de révélations de corruption, etc., qu'on ne débat pas l'avenir du pays. La criminalité. Et surtout, deux réformes structurelles. La réforme politique, j'insiste sur ces points, il n'y aura pas de sortie du pays, il n'y aura pas de miracle dans le Brésil si jamais on ne fait pas la réforme politique. Et deuxièmement, la réforme de la fiscalité. Juste pour compléter, on fait un combat à la corruption sans réforme politique. C'est complètement dans le flou. Donc tout ça aussi qu'on va reprocher, c'est quoi qu'il y a derrière. Un mot quand même de la criminalité. 61 619 homicides en 2017, une mort brutale toutes les 9 minutes. L'armée s'est déployée à Rio de Janeiro. Une conseillère municipale a été tué, a été assassiné. C'était le 14 mars 2018. On a tendance à se demander, quel est l'œuf et la poule. C'est-à-dire, est-ce que c'est parce qu'il y a de la violence, il faut déployer l'armée, ou est-ce que l'armée concourt à accroître cette violence ? C'est un débat extrêmement difficile au Brésil. Tout est lié. En tout cas, le déclencheur, on a vu qu'il y avait une régression assez flagrante depuis maintenant 18 mois. Notamment à Rio, qui est un État en faillite. Et on mettait avant des UPP aux portes des favelles, qui avaient facialement apaisé les choses. C'est unités de police pacificatrice, qui avaient facialement pacifié les relations. Ça avait finalement un peu délocalisé le problème. Mais aujourd'hui, on voit bien que ces policiers-là ne sont plus payés. Donc ils préfèrent basculer du côté soit de la délinquance réelle, soit ne plus se mouiller dans une lutte qui est extrêmement violente. Donc il y a un laisser-faire, laisser-aller qui est dramatique. C'est pas nouveau, ça. Ça fait pas 18 mois que les policiers... à Rio, ça s'est largement dégradé depuis 2 ans. Oui, mais la police militaire de Rio, ça fait très longtemps qu'elle a une réputation épouvantable de corruption et d'inefficacité. Il y a une hypocrisie autour de cette intervention militaire à Rio de Janeiro, qui est à la base Rio de Janeiro, je suis désolé de le dire, c'est pas le pire des États du Brésil en termes de violence. Bien sûr. Si on parle des statistiques, on prend Ceará, on prend Pernambuco, par exemple, et on aura des statistiques qui sont cruellement beaucoup plus graves que celles de Rio. Et du coup, il y a un certain consensus dans l'intelligentsia brésilienne que cette intervention militaire est une mascarade, est d'un opportunisme électoral. Et cette intervention militaire, elle est d'autant plus violente aussi parce qu'elle va être cibler les quartiers populaires. Et c'est dans les quartiers populaires où il y a plus de violence. Donc la violence du trafic de drogue et la violence de la police. Et là, hier même, on était à France Culture pour une émission sur les quartiers populaires au Brésil. Et on voit, par exemple, sur les homicides, sur 100 homicides au Brésil, 61 les victimes sont de jeunes noirs des banlieues. Donc, c'est une violence qui cible ce quartier. Et les populations qui sont emprisonnées aussi, 64% de noirs. Donc aussi, il faut voir que c'est là où se trouve une tension qui est extrêmement grave. Merci beaucoup. On arrive à la fin de ce débat. On va peut-être regarder juste, pendant que je vous salue, la carte des implications de ce scandale. Il faut le rappeler, Petrobras Odebrecht, qui ne touche pas que le Brésil, même si il en est le lieu de départ, puisque vous voyez, tous ces pays-là sont concernés à leur tour. Ils ont déjà entraîné notamment la démission du président du Pérou. Le président Colombie est inquiété à son tour, etc., etc., etc. Bref, on n'a pas fini d'en parler. Merci à Armel Anders d'avoir été avec nous, à Sylvia Capanema également, Charles-Henri Chenu et Andrei Neto. Restez avec nous, l'actualité continue tout de suite avec un œil sur les médias.